quelques points sur cette réunion pour qu'elle se passe au mieux. Si à tout moment pendant ce webinaire, vous ne pouvez pas entendre les intervenants, connectez votre audio en sélectionnant l'icône correspondante. Si vous ne l'avez pas encore fait, présentez-vous dans le chat, votre nom, votre titre, votre projet et d'où vous nous joignez. Et envoyez un message à tout le monde. Le sous-titrage en anglais est disponible pour ce webinaire. Cliquez sur CC, l'icône CC pour les sous-titrages, pour pouvoir voir les sous-titrages. Sachez également que ce webinaire est enregistré et après, nous mettrons en ligne cette réunion sur YouTube et nous partagerons avec tous les participants. Diapo suivante. Donc, il y a l'interprétariat en français et en anglais. Je vais donner la parole à ma collègue Courtney qui va donner des instructions. On how to access the live French interpretation for today's webinar. Courtney? Next slide, please. Sorry, go back. Did we take out the interpretation slide? Go back one more. Oh, it's okay. I'll do it without the pictures. If you would like to listen to the webinar in French, there's a button at the bottom of your screen that says interpretation. And if you click the icon for interpretation, select French, and then you'll want to click mute original audio. Even if you're listening to the webinar in English today, we recommend that you select the English channel. Bear with me just one moment and I'll repeat what I just said in French for anyone who hasn't caught it so far. Pour écouter le webinaire en français, cliquez sur l'icône d'interprétation et sélectionnez français. Cliquez ensuite sur couper le son d'origine. Nous recommandons à chacun de sélectionner un canal audio, même si vous écoutez en anglais. Emily, back to you. Great. Thank you. Je vous redonne la parole. Un autre point pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter à poser des questions tout au long de la session en utilisant la fonction questions-réponses, Q&A. Évitez de poser vos questions dans le chat parce que la chaîne questions-réponses permet à tout le monde de voir les questions et de voir toutes les questions posées et de pouvoir y répondre. Kristen et Jerry feront de leur mieux pour répondre aux questions à la fois en anglais et en français. Nous avons également réservé du temps pour pouvoir répondre aux questions. Je vois de la liste d'inscription, diapo suivante. Je vois qu'il y a certaines personnes en dehors du Momentum Award. Je vais donner un contexte. Donc, Momentum Accelerators, c'est eux qui ont sponsorisé cette session. C'est le projet clé de USAID qui travaille avec les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les autres parties prenantes, qui se focalise sur l'amélioration de la santé maternelle des nouveau-nés et la santé reproductive. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nous allons pouvoir étudier les interventions basées sur la qualité. C'est la deuxième session c'est la deuxième partie de cette série de webinaires, la session d'aujourd'hui. Nous allons avoir une présentation de l'indicateur d'utilisation moderne
des estimations et nous discuterons, nous verrons comment cela est calculé et nous aurons une démonstration des statistiques de service vers l'utilisation, vers le MU. Mon collègue Zach mettra le lien dans le chat pour que vous ayez accès aux documents en français et en anglais. Diapo suivante. Nous allons maintenant avoir Jessica Williams, qui est une analyste de recherche chez Avenier Health. Elle travaille dans le domaine de la planification familiale, de VIH, du financement du VIH, de lutte contre le VIH et se focalise sur l'utilisation de la construction. Nous la remercions pour sa présence et pour sa présentation. Je vous donne la parole, Jessica. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour cette présentation. Merci tout le monde pour nous avoir rejoints. Je suis très heureuse de parler avec vous de l'EMU, de l'outil EMU. Et je vais juste donner un contexte pour dire d'où vient cet outil et quel est notre objectif pour cet outil. Premièrement, je vais vous présenter l'agenda. J'ai pas bu suffisamment de café ou peut-être un peu trop, excusez-moi. Premièrement, nous allons parler de qu'est-ce que l'EMU. Nous allons parler aussi comment utilisons-nous l'indicateur EMU et nous aurons une vidéo de notre collègue qui va parler de comment cet indicateur est utilisé pour le suivi et l'évaluation en Ouganda. Nous allons également parler de des informations que nous avons besoin pour pouvoir calculer l'EMU. Quelles sont les informations nécessaires et comment nous arrivons à l'indicateur final et comment nous arrivons à l'aperçu de l'outil SS vers l'EMU. Il y a deux diapos dans la version PDF qui parlent de cela et nous allons voir comment vous pouvez avoir plus d'informations pour le faire. Excusez-moi, je ne vous montre que la version anglaise, mais le lien que Jack a partagé dans le chat inclut les informations également en français. Ce sera un PDF. Vous pouvez suivre avec la version traduite des diapos. J'espère que cela pourra vous aider et que c'est accessible. Nous allons commencer. Qu'est-ce que l'EMU? Je voudrais juste parler du projet Track 20. Je fais partie du projet Track 20, y compris un grand nombre de personnes qui sont dans cet appel. Je soutiens un grand nombre de personnes dans le travail de programme de planification familiale. Le projet lui-même a été conçu pour utiliser toutes les sources de données existantes pour soutenir la planification familiale, le suivi de la planification familiale annuelle, l'utilisation des données de statistiques. Il y a des notes que vous pourrez utiliser pour référence. L'EMU, on dit EMU, comme on dit EMU, c'est l'utilisation de l'estimation moderne. C'est un indicateur de base basé sur les statistiques de service. L'indicateur est calculé sur la base des données de routine qui sont collectées et généralement les ministères de santé nous aident pour cela au cours d'une année. On peut calculer pour l'indicateur. L'objectif, c'est d'avoir une idée de l'utilisation des méthodes de contraception. Son utilisation est utilisée en plus des autres moyens que nous avons. L'objectif de cet indicateur est de répondre à certaines questions. Quelles sont les tendances en matière d'utilisation de contraception? L'EMU doit pouvoir combler les lacunes entre les différents programmes de planification familiale
et ça doit permettre d'avoir une analyse en termes d'informations pour les programmes. Donc, quelles sont les différentes méthodes, la tendance, juste pour avoir plus de visibilité pour les programmes de planification familiale. L'EMU a été développé pour aider les pays à développer, pour mieux utiliser les données existantes. Donc, ça permet d'avoir des retours d'informations plus immédiats sur la performance de leur programme et leur impact. Pour compléter l'indicateur basé sur les statistiques de services existants, qu'on appelle couple d'années de protection, l'objectif également est fournir des informations légèrement différentes. Et l'autre objectif également, c'est de pouvoir avoir une comparaison entre pays et avoir une analyse globale. Ça permet d'avoir une unité de mesure standard, un peu similaire au CAP, et c'est utilisé, c'est mis en œuvre par USAID, mais également utilisé par les gouvernements de différentes l'industrie de santé, les ONG partenaires. Et un autre point qui n'est pas mentionné dans cette diapo, l'EMU a été développé pour les données de statistiques de services dans notre modèle annuel qui a été utilisé pour l'outil d'estimation moderne. L'EMU est un peu lié au CAP, à l'indicateur du CAP, et vise à être un complément à l'indicateur existant. Quel est le lien? C'est calculé sur la base d'une conversion directe des éléments pour la contraception. Il y a une couverture qui est faite sur la base des estimations. Il y a différentes durées et niveaux d'efficacité. L'EMU utilise la méthodologie du CAP. Il est utilisé comme base pour estimer un indicateur proportionnel basé sur la population. Vous pouvez avoir une dizaine de couples d'années de protection, mais ça peut être difficile à interpréter ou à comprendre, comparer entre différents pays, les différentes tailles de population. Donc, l'EMU est on utilise essentiellement pour le CAP, pour estimer l'utilisation moderne. L'EMU est calculé en utilisant les CAP. Pour l'instant, c'est un outil Excel que nous utilisons. L'indicateur, comme je l'ai dit, est basé sur les données fournies par les services, sur la base des services fournis et la population. Donc, c'est basé sur la population des femmes en âge de reproduction. C'est beaucoup plus, nous aurons plus en détail sur les informations par rapport à ce numérateur, mais sur la base des données de statistiques de service. Nous faisons un grand nombre de choses pour l'utiliser, les données. Maintenant, je veux parler comment utiliser l'EMU. Premièrement, nous l'utilisons pour suivre les progrès nationaux, infranationaux et les programmes. Nous utilisons aussi pour comprendre les modèles et les tendances en matière d'utilisation des contraceptifs et en tant que contribution au FPEP, soutient la modélisation des indicateurs annuels de PF. Premièrement, je voudrais vous donner un exemple de voir comment nous utilisons pour le suivi au niveau national et sous-national
J'ai une vidéo que je voudrais vous présenter d'Ouganda. Donnez-moi un moment, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Roger Kajimu. Je travaille en tant que responsable du suivi de l'élévation de Track-20 en Ouganda. Je vais vous prendre ce peu de temps pour parler de la façon dont je suis capable d'utiliser l'outil SS vers EMU dans mon travail quotidien. Je vais commencer par le niveau national où nous avons la réunion de consensus. Cela a eu lieu chaque année, mais en utilisant le SS vers l'EMU, nous sommes en mesure d'extraire les données historiques du programme et de les saisir dans l'outil. Ici, nous pouvons voir les tendances de nos utilisateurs par méthode au fil du temps. Bien sûr, cela est très utile au programme car nous pouvons voir comment les tendances évoluent au fil du temps. Mais c'est également important que nous essayions d'utiliser l'outil, que nous essayons de comparer notre EMU avec le MCPR des différentes 50, par exemple, IDHS, et dans ce cas, nous sommes en mesure de dire si nous trouvons dans des fourchettes acceptables ou non. Il y a une sorte d'estimation de notre croissance. Il est également intéressant de noter qu'en utilisant ce SS vers l'EMU, nous sommes en mesure d'identifier quelles données estiment la connaissance que nous statons dans notre programme. Par exemple, nous avons différents types de données sur les produits des clients, des données de visite, des données de l'EMS. L'EMU a donc la capacité d'extraire toutes ces sources de données et vous donne ensuite une analyse ou une visualisation de l'évolution de ces données. Nous pouvons donc déterminer et voir lequel des différents types de données surestime la croissance que nous observons. Vous réalisez peut-être que certains surestiment que la croissance sera forte ou que d'autres, la croissance ne sera peut-être pas forte. Nous pouvons donc déterminer exactement quel type de méthode contribue à cela. Mais aussi à partir de là, nous pouvons approfondir davantage et voir exactement quelle méthode y contribue. En plus d'être par type de données, nous examinons les détails de la méthode et disons c'est la méthode qui essaie de surestimer la croissance que nous voyons. Mais j'ai également pu apprécier le fait que l'EMU me donne une vision globale de l'utilisation de chacune des méthodes au fil du temps. C'est très important et un certain nombre de parties prenantes aiment s'y pencher. Mais à part cela, par exemple, parce que je peux reproduire cela au niveau infranational, mais plus précisément, ce que j'ai pu faire avec cet outil au niveau infranational, c'est le fait que je l'utilise pour vérifier mes informations internes. En fait, en Ouganda, nous n'avons pas de règles de validation ni de programme de planification familiale. Il y a donc de fortes chances que les problèmes de qualité des données surviennent. Donc, ce que je fais sur une base mensuelle, c'est extraire ces données du DHIS2 pour les saisir dans l'ESS vers l'EMU et voir quelles sont les tendances. Et puis, ces pics ou dépressions anormales ont été retirés ou signalés, puis partagés au niveau infranational sous forme de rapport sur la qualité des données. Le niveau infranational a été très coopératif chaque fois que j'envoie ces rapports et nous pouvons ensuite travailler dessus et voir que les changements sont suivis dans le système. En bref, c'est ainsi que les statistiques de services destinés à estimer l'utilisation moderne ont pu accomplir mon travail. Merci. Très bien. Donc, je pense que Roger a fait un très bon travail pour expliquer comment lui et d'autres collègues qui utilisaient Track20, comment ils utilisent l'indicateur EMU et l'outil pour pouvoir, pouvoir voir les progrès et comment améliorer leur travail. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon ordinateur. J'aurais dû juste laisser Roger faire la présentation. Il a fait tellement un bon travail.
Est-ce que Jack peut partager son écran? Est-ce que cela peut aider? Oui, j'ai juste des problèmes pour cliquer, pour avancer dans la présentation. Excusez-moi. Zach, est-ce que vous pouvez montrer, partager votre écran? Oui. Juste un moment. Ah, ça marche maintenant. Je peux utiliser mon écran. Excusez-moi pour ce problème. J'ai fermé certaines fenêtres pour faciliter. OK. Excusez-moi pour ce problème. Comme je l'ai dit, nous utilisons l'EMU pour suivre les progrès nationaux, infranationaux et des programmes. Les pays utilisent l'EMU comme mesure fréquemment disponible des changements dans les tendances d'utilisation de la planification familiale. Les indicateurs sont disponibles aussi fréquemment que les données. Donc, les démonstrations que nous allons vous présenter sont basées sur des estimations annuelles, mais nous pouvons les calculer pas seulement sur Excel, mais aussi en utilisant d'autres méthodologies. Au niveau du pays, ça peut être utile de suivre ces progrès lorsque les enquêtes de données ne sont pas disponibles. Les données d'enquête ne sont pas disponibles. Et ça permet donc au pays de voir les progrès qui sont faits et d'avoir des enquêtes au niveau national, comme le DHS. C'est une opportunité pour fournir plus d'informations de manière plus fréquente et à des niveaux plus bas. Cet indicateur est utilisé par des projets mondiaux tels que le projet Momentum de USAID qui est adopté par l'EMU. L'indicateur n'est pas limité à une utilisation nationale ou sous-nationale, mais peut être utilisé par les programmes pour comprendre l'étendue des services fournis. Pour comprendre comment cet indicateur est utilisé au niveau sous-national, ça, par exemple, c'est l'application FP Data Pro de Track20 qui est utilisée dans le système HMI national des pays et, et ça fournit l'EME sur une base mensuelle. Vous montrez, par exemple, on montre les sous-régions avec l'indicateur EMU le plus élevé ou le plus bas sur le temps. Il y a différentes variations régionales et c'est un autre exemple des autres sources de l'EMU. Nous pouvons parler un peu plus dans la session de questions-réponses s'il y a des questions dessus, mais Track20 soutient l'application DH2. En plus de cela, l'EMU peut être utilisé pour comprendre les modèles et les tendances en matière d'utilisation des contraceptifs. Donc, c'est ainsi que une analyse peut être faite par ma collègue Kristen. Ma collègue Kristen peut fournir plus d'informations si vous êtes intéressé, mais c'est un exemple de comment le projet Track20 est utilisé pour l'EMU pour comprendre l'impact de COVID-19 et le genre et comprendre l'impact que cela a eu. Ici, nous voyons les données de 2020 et nous les comparons avec la projection de planification familiale. Et vous voyez qu'il y a des attentes contraires à ce que nous pensions. La plupart des pays ont vu
la projection était beaucoup plus positive que nous pensions en termes d'utilisation de contraception. Nous n'avons pas vu un déclin de l'utilisation des contraceptifs. Nous avons également eu une analyse similaire sur l'Ebola en matière d'apport de services de planification familiale, mais c'est un exemple pour montrer que cet indicateur peut être utilisé pas seulement pour le suivi, mais pour comprendre des tendances plus larges. Et la dernière fonction de l'indicateur EMU, c'est l'utiliser comme entrée de modélisation pour le FPET. Pour ceux qui étaient là pour le webinaire précédent, ils le savent probablement, c'est l'outil d'estimation de la planification familiale génère des estimations annuelles du TPCM, des besoins non satisfaits et de la demande de planification familiale satisfaite par des méthodes modernes au-delà de la dernière enquête et dans le futur. Donc, en gros, FPET utilise les données d'enquête, mais l'EMU permet d'incorporer ces informations de routine dans le processus et ça peut accroître le nombre de données que nous avons pour utiliser, pour produire le TPCM. Et l'ajout des données SS au processus d'estimation avec l'EMU peut augmenter le volume de données et la récente des données utilisées pour produire des estimations annuelles du TPCM. C'est un exemple de lorsque nous utilisons les statistiques de service dans FPET et comment ces statistiques de service améliorent nos estimations. Donc, inclure ces statistiques de service, les données fournissent au modèle FPET des données plus fréquentes. Et donc, ça permet de détecter les changements d'une tendance plutôt que si nous avions attendu la prochaine enquête. Donc, ça permet au progrès d'évoluer et de ne progresser, de ne pas ralentir. Vous voyez que c'est une projection. Oups. Si vous regardez sur la diapo, vous voyez des données. Les petits points que vous voyez sur l'écran, c'est pour la Tanzanie. Vous n'avez des données disponibles que jusqu'à 2016. Et je pense que l'enquête la plus récente date de 2021 ou 2022. Les points gris représentent les services, les statistiques de données. Et vous voyez que ça montre une augmentation de l'apport des services. Et donc, lorsque vous combinez l'enquête, les données de l'enquête, ce que cela permet de voir, c'est que nous voyons une prévalence d'à peu près 37%, mais avec les données de statistiques de services, nous avons une prévalence proche de 40%. Donc, ça veut dire que nous avons plus confiance aux estimations que nous obtenons. Donc, les données de statistiques de services nous permettent d'accroître notre confiance dans nos estimations parce qu'ils fournissent des informations plus récentes. Donc, je vais parler un peu de ce qui est nécessaire pour calculer les EMU et on va parler des détails de cet outil de calculation. Ce que je vous ai dit il y a quelques instants est que l'on utilise cet outil qui s'appelle SS pour l'outil EMU. Et c'est un outil qui se base sur le logiciel Excel que vous avez dans votre ordinateur avec Microsoft. Et c'est un outil développé par l'organisation Track20. C'est un outil que l'on utilise pour faire une revue des qualités
et appuyer le travail du planning familial dans le domaine des données. Également, c'est un outil que facilite ou bien aide à la revue des tendances des données du planning familial. Surtout, on peut faire la comparaison et les contrastes avec les sondages et les données que l'on voit auprès des sondages. Et finalement, l'outil EMU nous aide à transformer les données statistiques annuelles de notre service à un rapport de suivi que l'on peut utiliser dans le cadre du FPET. Et il y a également l'application via le logiciel DHIS2. C'est une application qui peut s'intégrer dans le SS de l'outil EMU et cela intègre avec le HMIS au niveau national et tout cela est codé dans les codes standards des logiciels et peut s'intégrer facilement avec les programmes R. Et cela nous aide à avoir des données ou bien des comparaisons avec des différents pays, des différentes régions, tout à travers les temps et à travers la géographie. Donc, je vais parler de chacun de ces composants qui sont nécessaires pour faire les calculs de l'EMU. Donc, on a 4 éléments clés. Tout d'abord, les données des statistiques, les données statistiques du service. Ce sont des données qui sont présentées par l'utilisateur, par les utilisateurs. Et il y a également 4 autres données ou bien types de données qui sont inclus dans le calcul EMU. Les facteurs et les estimations CYP, les estimations des populations et les données des sondages et les estimations d'après les modèles. Donc, tout cela nous aide soit à calculer les numérateurs pour l'EMU, pour faire la calculation combinée pour résoudre quel est les numérateurs pour l'EMU, soit pour également ajuster les EMU par rapport aux différentes étapes et aux différents référents de ces résultats qui nous donnent l'outil. Il y a plus de détails si vous voulez sauter dans le domaine statistique numérique. Vous pouvez m'envoyer un message, on peut parler davantage sur ce sujet. Bon, le premier groupe de données dont nous avons besoin, comme je disais, c'est les données statistiques du service du planning familial. Ce sont les données les plus importantes pour l'utilisation de l'ESS de l'outil EMU et cela est donné par les individus, par les utilisateurs qui vont nous présenter ces statistiques du service du planning familial et ces données sont utilisées pour calculer, comme je disais tout à l'heure, les numérateurs de cette équation qui forme les EMU ou bien qui nous sert pour calculer l'EMU. On a des différents composants à cette statistique du service du planning familial. Les commodities, c'est-à-dire les éléments tels que les préservatifs, tels que les dispositifs intra-utérins,
tous ces dispositifs médicaux qui sont distribués aux clients par les cliniques, par les systèmes sanitaires pour le planning familial. Ces dispositifs sont partie de cet ensemble statistique. Également, les nombres de visites auprès du prestataire de services du planning familial et le nombre d'utilisateurs, combien de patients, d'utilisateurs, de clients avons-nous. Et il est important de faire la distinction entre ces différents composants, les nombres d'utilisateurs, les nombres de visites auprès du service et de l'infrastructure sanitaire liée au planning familial et les commodities, c'est-à-dire les éléments matériels, les différents matériels qui sont distribués aux clients dans les cliniques. Et quand nous parlons de utilisateurs particulièrement, nous voulons faire ce que l'on appelle un suivi avec ces données de façon longitudinale, c'est-à-dire nous voulons voir au fur et à mesure que les années avancent, c'est-à-dire sur la longue durée, est-ce que le chiffre total d'utilisateurs est en train d'augmenter, d'accroître ou bien de diminuer ou bien de rester constant? Bon, l'autre donnée qui est important et qui vient du système HMIS et cela vient des domaines de chaque pays, des domaines de chaque nation. Et nous avons besoin d'avoir les données par rapport au niveau de rapport. Est-ce que c'est un pays ou bien c'est un ministère de santé au niveau national qui a un taux de rapport X, 80%, 50%. Donc, ce niveau de rapport, ce niveau de récolte des statistiques, cela est important. Donc, les deuxièmes volets ou bien le deuxième groupe de données qui est essentiel pour la calculation de les SS et les EMU à travers les EMU et consiste des facteurs CYP et des niveaux de continuation. Comme on a discuté auparavant, les CYP nous donnent la base méthodologique pour arriver à l'indicateur de l'EMU. Et cela nous aide à comprendre quelles sont les durées, quels sont les temps, les chronogrammes liés aux différents services de planning familial, aux différents éléments matériels que nous donnons à nos utilisateurs. Est-ce que les préservatifs d'un tel type durent 2 ans, 3 ans, X nombre de mois, etc. Et donc, si vous suivez en français, si vous suivez les diapos en français, il y a peut-être 2, 3 diapos que je n'ai pas mis, mais on peut revenir plus tard. Bon. Comme je disais, un autre élément clé de cette cette calculation est la population. Donc, les données par rapport au chiffre des populations totales est également utilisé pour trouver ces dénominateurs de l'EMU. Et cela nous aide d'après les outils que nous utilisons du programme des Nations Unies pour le développement, nous avons les projections de la population globale entre 2000 et 2030 pour chacun des pays. Ces données sont déjà incluses dans l'outil EMU, donc on a déjà préfabriqué cette intégration
Mais la population est importante parce qu'elle est utilisée pour voir quelle est la population spécifique des femmes en âge reproductif, c'est-à-dire entre les 15 et les 49 ans. Et ces données peuvent être éditées ou bien ajustées dans l'outil avec des données plus récentes si si ces données sont disponibles. Et si on pense que bon, les projections du programme des Nations Unies pour le développement sont pas les plus récentes, ou bien il y a un écart entre cette projection et la vérité sur le terrain, on peut ajuster ces chiffres avec les données du gouvernement national de chacun des pays. Et maintenant, on va parler de cet élément, prochain volet des données qui est utilisé par l'outil pour le calcul EMU. Ce sont les données des sondages et les estimations basées sur les modèles. Donc, l'outil a déjà quelques indicateurs des sondages au niveau de chacun des pays, de chacune des nations, et cela joue avec les modèles FPET qui est mis à jour par l'utilisateur qui est en train de faire ou bien de finaliser les calculs. Et nous avons les trois méthodes qui sont présentées sur les calculs. On peut présenter les calculs, on peut présenter les calculs de façon séparée ou bien de façon conjointe, que ce soit le niveau d'utilisation de préservatifs modernes, les méthodes mixtes avec les différents types de préservatifs modernes, ou bien par source de préservatifs, que ce soit la distribution, les types de réseaux de distribution que nous avons, les différents niveaux des utilisateurs. Et cela nous aide à intégrer les données HMIS pour représenter les niveaux d'accès, les niveaux d'accès que nous avons auprès des femmes dans les différentes régions du monde, dans les différents pays, que ce soit dans les systèmes sanitaires publics ou bien dans les systèmes sanitaires privés. Donc, nous avons parlé déjà de tous les éléments qui vont faire partie de ces calculs, les statistiques du service de planning familial, les niveaux de couverture, la population, les différents systèmes ou bien types de planning familial que nous pouvons modeler et choisir. Donc, envers le premier volet, ce sont les données que on va chercher auprès de l'utilisateur. Les volets bleus au milieu, ce sont les données qui sont déjà dans l'outil, mais que l'utilisateur peut ajuster dans l'outil même. Et finalement, ce que nous avons comme résultat, c'était à droite. Donc, comment est-ce que on peut voir les différents résultats? C'est un exemple ici de résultats. Nous voyons des tendances, des tendances dans l'utilisation des pilules. On voit qu'il y a des utilisateurs qui utilisent une combinaison de pilules orales, des progestines
ou bien autre type de pilules. Et on voit dans l'année 2016 qu'on a eu un peu de recul. C'est peut-être lié aux données, à la qualité des données que nous avons utilisées pour faire le calcul de cette année en spécifique. Nous voyons également ici des données en ce qui concerne les mix des méthodes qui prédominent auprès des utilisateurs, que ce soit la stérilisation chez l'homme, chez la femme, les pilules, les méthodes injectables, les préservatifs plus traditionnels, les outils qui sont implantés dans la peau. Et c'est comme cela qu'on peut faire les contrastes et la comparaison avec les différents sondages auprès des utilisateurs. Et ici, nous avons un autre exemple des différentes méthodes et vous voyez les différentes tendances selon les méthodes et selon les matériels qui sont donnés aux utilisateurs et le nombre de visites des utilisateurs au service de planning familial. Donc, je vais m'arrêter là et je veux répondre aux questions. Je sais qu'il y a certainement des questions. Merci, Jessica. L'équipe Track 20 a plusieurs questions. Est-ce que tu peux partager avec nous la distribution? Est-ce que la distribution est égale entre les différents utilisateurs, les différents prestataires de services? Qu'est-ce que vous voyez d'après votre expérience? Bon, vous pouvez voir ici sur ces données, ce que l'on voit, c'est une explication visuelle des continuations. Et on fait plusieurs études pour voir la continuation des différentes méthodes auprès des différents clients. Donc, on utilise ces éléments ces taux de continuation pour voir est-ce qu'une personne utilisant cette méthode de planning familial anticonceptive spécifique va continuer à l'utiliser dans un délai d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 8, 9, 10 ans. Et on voit que si on pose des questions sur ces données, on a des différents standards selon les types de éléments utilisés et on peut également mettre ou bien constater que chacun des pays, chacune des populations auprès des différentes régions du monde et des différents pays a des préférences, certaines préférences pour ces différents outils du planning familial et cela nous aide à voir quelle est l'espérance de durée ou bien l'espérance de vie de ces méthodes auprès d'une population en particulier. Nous avons également des sondages ou bien des données qui viennent des sondages en ce qui concerne la rémotion, la rémotion de des différents outils de contrôle de la conception. Donc, on peut continuer à utiliser ces données pour calculer l'utilisation dans la longue durée. La plupart des systèmes
nous aide à voir est-ce que cet utilisateur a transitionné d'une méthode à une autre. Est-ce que cet utilisateur est en train de renouveler, pour ainsi dire, sa méthode de contrôle de fertilité. Et cela est important de marquer dans les bons endroits dans ces éléments de récolte des données pour qu'on puisse les mettre ensemble et voir quel est les taux de continuation et quel est le volume total des services que nous sommes en train de faciliter. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des utilisateurs en répétition, des méthodes injectables ou bien des méthodes intra-utérines ou bien d'autres méthodes? J'espère que cela fait du sens. Oui, merci Jessica. Il me semble que la plupart d'autres questions ont déjà été répondues et nous avons encore quelques minutes avant d'entrer dans la démonstration de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. À ce moment, il est permis d'ouvrir votre micro et poser votre question. Nous avons 2-3 minutes. Ou bien vous pouvez mettre la question dans le clavardage question-réponse Q&A. Oui, je voulais ajouter que les différences entre les MCPR et les EMU est touchée par l'effet que le MCPR ne peut venir que d'un sondage au niveau national et on pose parfois la question aux femmes, qu'est-ce qu'elles utilisent, qu'est-ce qu'elles font pour le planning familial. Et nous, avec les EMU, nous faisons des estimations des utilisateurs, mais on ne pose pas la question aux femmes. Donc, je crois que c'est une distinction importante. Les données de HMIS a des atouts, des points forts en ce qui concerne les données au niveau national, parce qu'il y a certains outils d'investigation qui vont chercher les utilisateurs, mais les EMU, on prend toutes ces données et on fait des estimations qui prennent en compte la population et la démographie. OK. En ce qui concerne les estimations au niveau national et au niveau régional, est-ce qu'on peut faire des estimations au niveau sous-national? Oui, pour nous, l'indicateur ou bien les données clés, si nous voulons faire des estimations au niveau sous-national et surtout la population. Donc, si nous avons besoin ou bien si on va regarder un pays dans ses différents composants, nous avons une méthodologie qui se base sur la population. Donc, si on va regarder les différents États, les différentes provinces, les différentes régions d'un pays, notre dépendance principale sera sur les données des populations de chacune des provinces, des régions, des États, et on fait les estimations à partir de là. Si cette estimation de des populations au niveau sous-national n'est pas disponible, donc il sera
plus difficile pour nous de faire nos estimations et nos projections avec cet outil. Parfois, il n'y en a pas de données des populations au niveau sous-national. Donc, on doit chercher auprès des gouvernements, des ministères, ces données pour pouvoir faire le suivi de ces différents programmes, pour voir les tendances et voir comment est-ce que les services sont en train d'évoluer dans une région, dans une province. Excellent. Il me semble que nous avons une autre question. Est-ce que l'EMU, comment est-ce que l'EMU contraste avec d'autres indicateurs? Oui, nous faisons une comparaison des méthodes. On regarde la distribution des méthodes, on regarde la fiabilité des données. Avant d'intégrer ces sondages et ces autres outils de récolte des données, est-ce que ces données sont fiables? Et pour nous, la chose la plus importante est de trouver les sondages les plus fiables, les sondages les plus fréquents, les plus répandus et les statistiques les plus fiables, les plus solides, les plus utilisées. Donc, si nous voyons que dans un sondage, les sondages ont une tendance à présenter ou bien à parler avec les gens qui utilisent des préservatifs traditionnels tels que le condom, mais la statistique nationale nous montre que la plupart des utilisateurs dans cette région du monde ou bien dans ces pays utilisent des injectables ou bien de méthodes de stérilisation différentes. Nous allons nous méfier de ne pas sous-représenter ces sondages dans lesquels la plupart des utilisateurs utilisent une autre méthode anticonceptive. Et donc, on veut que les systèmes HMIS nous aident à ne pas sous-représenter ni vers le haut ni vers le bas les différentes méthodes anticonceptives et les différents segments de la population. Donc, nous avons des méthodologies pour ajuster et l'une des choses que nous voulons toujours tenir en compte est et voir quelles sont les tendances. Si vous voyez, les tendances ici sont plus vers les bas et nous utilisons les données des sondages qui est disponible et nous voulons voir et comprendre est-ce qu'il y a des données au-delà des sondages et vous voyez qu'ici, il y a une tendance vers le haut assez prononcée. Donc, on ne voit pas nécessairement qu'il y a une tendance, voir quelles sont les tendances dans la longue durée et quelles sont les évolutions que nous voyons sur le terrain. Donc, c'est ça qui est le plus important pour nous. Oui, les tendances sont plus importantes que les données d'une année
en particulier, d'une année en particulier. Donc, tu vas procéder avec la démonstration de l'outil. Allez-y. Laissez-moi sortir de cette présentation et je vais montrer l'outil. Comme je l'ai dit, dans le site, nous avons partagé plus tôt le lien. Je vais copier le lien dans le chat. Donc, si vous y allez, vous pouvez voir l'outil que j'ai présenté. Vous pouvez l'essayer en français, en anglais, c'est disponible. La seule différence, c'est qu'il y a un menu. Vous pouvez changer la langue du français à l'anglais, par exemple. Il y a 2 versions séparées pour s'assurer qu'il y ait des entrées de données en français et en anglais. Et vous pouvez toujours voir mon écran, n'est-ce pas? Je veux m'assurer que je ne disparais pas si je commence le PowerPoint. Je vais fermer ma vidéo parce que je veux pouvoir voir le plein écran. Je peux toujours voir le chat et l'icône questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et pour les traducteurs, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me faire savoir et à me dire de ralentir. Donc, j'ai fait cette présentation en tant qu'exemple pour notre application DHIS2. Nous utilisons Harmonia. Vous pouvez choisir d'autres pays. Et c'est les pays que nous avons mis dans le système. Donc, nous avons des données de population et d'autres types d'informations. S'il manque des informations, vous pouvez facilement les rajouter dans l'outil. Si vous regardez et si vous voyez qu'il y a des informations qui manquent, vous pouvez les rajouter. Pour ce cas, nous utilisons les données nationales. Il y a aussi une option pour sous-national. Et c'est important de pouvoir rajouter ces informations. Le plus important, c'est les informations, mais aussi les données d'enquête. J'ai parlé un peu de cela avant, mais si nos estimations sont basées sur toutes les femmes d'âge de reproduction sont utilisées comme dénominateur. Lorsque nous utilisons cet outil en Afghanistan, parfois au Pakistan, nous les permettons de faire la supposition que les données représentent les femmes mariées, mais dans la plupart des cas, toutes les femmes sera utilisées comme dénominateur. On vous demande de mettre l'année la plus récente en termes de données disponibles. Donc, si c'était 2024, 2023 serait l'année la plus proche. Dans cet exemple, nous utilisons les données de 2020. Donc, c'est comme ça que cela se présente. Si nous regardons les différentes étapes, en termes de données qui sont préchargées dans le tableau, nous avons les données en termes de population. Nous avons de 2006 à 2020 les données en termes de population. Nous voyons les données d'enquête pour les femmes mariées et pour toutes les femmes. Et nous avons l'estimation FPET. Et c'est ce que nous allons utiliser comme base. Et il y a aussi d'autres informations que nous pouvons utiliser. Mais si les informations manquent, nous pouvons les rajouter dans ces cases. Par exemple, ici, la prévalence 19%, 15% ici. Nous pouvons les rajouter dans l'outil. S'il y a des informations qui manquent, nous pouvons les rajouter.
Et vous pouvez également inclure d'autres enquêtes si vous voulez faire des comparaisons. Et les données de population sont là, mais ça peut être mis à jour si vous avez d'autres estimations que vous voulez inclure. Lorsque vous utilisez sous-national, au niveau sous-national, ce sera mis à jour. L'autre partie que nous vous demandons de remplir, c'est concernant les statistiques en termes de services. Il y a 4 différents types de données. Ici, par exemple, je vais mettre les produits de contraception distribués aux clients. Quelle est la source? Alors, j'ai mis la source DHS2 et vous avez un formulaire de rapport que vous devez rentrer ici. Nous demandons la première année des données disponibles. La dernière année des données disponibles, c'est juste pour pouvoir s'assurer que la fourchette se corresponde. Et ensuite, nous vous demandons quels secteurs sont concernés. Nous essayons de comprendre quelles données sont représentées dans le système pour savoir qu'est-ce qui manque et pouvoir y répondre. Nous avons des données du secteur public et privé. Et ici, juste public. Ensuite, nous demandons les méthodes à long terme. Est-ce qu'elles ont été introduites récemment ou développées? Par rapport à l'année précédente, quel est l'objectif de ces données? Est-ce que vous pensez qu'elles seront développées? Ça nous permettra de comprendre ce qui s'est passé avant l'année précédente, avant l'année. Parce que, par exemple, ici, en 2015, ça nous permet de voir qu'est-ce qui aurait pu se passer avant l'année pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui pourrait arriver à l'avenir, dans les années à venir. Et ensuite, ici, c'est plutôt optionnel. C'est plutôt pour voir quelles données sont représentées. On pose cette question. Quels secteurs sont concernés? Donc, nous voyons aussi les sources de distribution de contraceptifs et s'ils sont inclus dans vos données. Et ça vous permet de réfléchir. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus pour vous aider lorsque vous réfléchissez dans quelle mesure vos données seront présentées et dans quel secteur ils sont représentés. Quelles sont les différentes sources utilisées. L'étape suivante, c'est regarder à l'information des sources. Nous regardons ces données de DHS. C'est disponible pour tous les pays. Si ce n'est pas disponible, nous pouvons en parler. Nous pouvons voir quelles suppositions nous devons faire, mais généralement, nous voyons la proportion de femmes qui utilisent chaque méthode, qui disent qu'ils ont eu du secteur public, du secteur privé médical ou d'autres sources. Par exemple, la majorité des utilisatrices de stérilisation l'ont obtenu du secteur public. Mais lorsque nous regardons l'utilisation des préservatifs, nous voyons c'est plutôt les pharmacies ou d'autres sources. Donc, ces autres sources sont généralement pas représentées dans nos données. Et la question, c'est de savoir lequel de ces secteurs, de ces sources peuvent être inclus dans votre système de rapport national. Donc, nous visualisons ces distributions pour voir à peu près ce que cela veut dire et nous demandons aux utilisateurs lequel de ces secteurs est inclus dans vos données. Donc, dans le système HMES, quels secteurs sont inclus pour que nous puissions comprendre lequel nous devons utiliser pour les estimations. Dans ce cas, nous voyons que les articles de contraception sont plus par les ONG, donc ce n'est pas représenté vraiment dans les autres secteurs. Ce que nous voyons ici, c'est une estimation de la proportion des utilisateurs qui sont inclus dans nos données. Comme nous voyons pour la stérilisation,
les sources, c'est le secteur public. 77% des utilisatrices viennent du secteur public et d'autres viennent de sources qui ne sont pas incluses dans les données. Et le dernier point, c'est par rapport aux facteurs d'ajustement. C'est ce qui permet de multiplier les services fournis pour que ce soit plus représentatif. Pour la stérilisation, nous allons multiplier les services par 1,3 pour essayer d'inclure les 30% d'utilisateurs qui manquent. Et pour les pilules, par exemple, nous allons multiplier par 2 parce que en général, c'est une petite proportion des utilisateurs, c'est environ 40%. Nous essayons d'inclure ces lacunes. Pour les préservatifs, nous essayons de voir, parce que ce n'est pas vraiment facilement prévisible pour faire l'estimation, parce qu'il y a souvent un problème en termes de désagrégation, en termes de distribution. Donc, les préservatifs, c'est une des méthodes où c'est difficile de voir le lien entre distribution et utilisation. Un des ajustements est très large et il peut avoir un impact plus important sur l'estimation globale. Donc, généralement, le préservatif n'est pas vraiment la méthode qui est utilisée. C'est quelque chose sur laquelle nous travaillons au niveau des pays individuels lors de nos sessions de formation annuelle ou de consultation. Pour ce genre d'exercice, nous laissons le contenu non ajusté. Mais vous pouvez faire vous-même ces ajustements. L'autre point, nous revoyons les méthodes mixtes de données. Nous mettons les données que nous avons reçues de notre dernière enquête, mais si vous avez des données plus récentes, vous pouvez les entrer. C'est ce que nous allons utiliser pour comparer nos données. Je vois que Béatrice a demandé une question. Si vous êtes intéressé à avoir des estimations pour un groupe d'âge en particulier, et est-ce que vous pouvez mettre les données de population pour ce groupe d'âge en particulier dans l'outil EMU? Si vos données en termes d'apport de services est spécifique à un groupe de 15 à 19 ans, vous pouvez entrer les données. Assurez-vous que le dénominateur de la population est de 15 à 19 ans. Nous ne pouvons pas l'utiliser pour le modèle parce que pour l'instant, ce n'est pas possible de faire une ségrégation par âge, mais nous devons nous assurer que le dénominateur est mis à jour de manière correcte et que nous mettons les bons services. Ensuite, je vais montrer la page de données. Je suis désolée, c'est très petit. Je veux m'assurer que vous puissiez tout voir. La première source d'information que nous avons, ce sont les taux de rapport. C'est important parce que nous devons comprendre si les données représentent largement l'image nationale. Si nous avons un rapport où on a 60% et ensuite on a 90% et ensuite ça descend 50%, ça remet en question la qualité des données qui sont utilisées et les tendances qui sont utilisées ne pourraient pas être les tendances en termes d'apport de services, mais plutôt des tendances en termes de changement de niveau de rapport. Donc, nous voulons nous assurer qu'il y ait une consistance en termes de niveau de rapport dans les données. Et l'autre élément, nous demandons d'inclure l'apport de les données en matière de services fournis par méthode. Nous pouvons voir ici, il y a des données qui sont entrées
pour la tendance ici, nous avons de 2015 à 2020, nous avons mis les données et tous les calculs, pardon, montrent les différents facteurs d'ajustement. Tous les calculs sont faits sur la gauche. Donc, si vous voulez voir comment cela marche, vous pouvez descendre. Tout est ouvert et vous pouvez voir les différentes fonctions. Donc, ensuite, nous rentrons les données et nous avons l'opportunité de voir ces informations. Nous avons certains signaux ici qui nous montrent au déclin en termes de tendance. Si nous attendions, est-ce qu'il y a une augmentation et il y a plutôt un déclin, à ce moment-là, on va voir qu'il y a un signal d'une année à une autre. On pourrait le signaler. Donc, il y a un espace pour l'utilisateur pour mettre des explications. Merci, Émilie. Donc, on attend à que l'utilisateur fasse la révision de ces éléments et on voit que les résultats vont nous présenter les chiffres estimés des utilisateurs par secteur et chacune de ces graphiques nous donne les tendances dans les différents éléments statistiques. Nous voyons ici, par exemple, que les implantations de ces méthodes contraceptives au niveau cutané sont à la hausse. Et ici, nous voyons les EMU, les tendances vers le haut et la comparaison que cela nous donne. Nous avons également la même approche pour les visites. Les données des visites ont l'air un peu moins consistantes. Et finalement, nous avons toutes les données ici qui vont nous présenter un résumé de toutes les données de façon assez condensée, assez sommaire. Et nous voyons ici les estimations MU, les niveaux de croissance, de façon qu'on puisse voir quels sont les éléments qui sont en train d'accroître au niveau plus élevé. Et finalement, nous avons les comparaisons. Et on pose la question aux utilisateurs en ce qui concerne FPET. Est-ce qu'ils peuvent nous donner des infos en ce qui concerne les niveaux quelles sont les données qui présentent les niveaux les plus consistants des tendances vers le haut, quels sont les niveaux les plus consistants de recueil des données, quels sont les éléments ou bien les volets dans lesquels on doit améliorer les sondages, les méthodes et les types de contraception par sondage. Et nous avons ici les différents types de statistiques par service. Donc, je vais m'arrêter là. Et j'espère que ça n'a pas été trop vite pour faire la révision. OK, merci Jessica. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans les commentaires?
Nous avons quelques minutes. S'il y a des questions, vous pouvez lever votre main, ouvrir votre micro. Maria ou Mario. Maria, allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Merci pour cette présentation et pour les outils FPET et tout cela a été vraiment utile. C'est excellent d'avoir ces outils. J'ai vu les différentes manières et les différentes façons dans lesquelles l'outil aide euh, euh, à informer les HMIS et comment c'est différentes méthodologies du- et l'utilisation de différents types des outils anticonceptifs vont nous aider ou bien vont aider les utilisateurs. Comment est-ce que cela peut nous informer nos approches et notre travail avec les secteurs privés? Oui, c'est un élément important de l'indicateur. Nous faisons une présomption. Dans cet exemple, nous voyons des données de 2020 et je crois que l'indicateur fait un bon travail en présentant des approximations et on voit que parfois il y a des différences entre les secteurs sanitaires publics et les privés et nous ne voulons pas gonfler les chiffres. Donc, il est important de prendre en compte cette mix des méthodes du planning familial parce que nous voyons parfois cette tendance qui est importante de tenir en compte les secteurs sanitaires publics en penchant vers certains types des outils du planning familial et les secteurs sanitaires privés en penchant vers d'autres types de planning familial qui parfois sont plus sophistiqués, plus chers, ou bien comme les injectables et autres. La distribution dans les cadres sanitaires publics et le cadre sanitaire privé de ces outils de planning familial va varier. Et donc, les éléments de planning familial qui ont un besoin naturel d'un suivi au niveau médical, cela va également influencer. Donc, l'outil prend cela en compte, utilisant les sondages les plus récents pour faire ces ajustements. Et donc, quand nous aurons la chance de comparer, contraster avec les différentes années, on a des données qui viennent du privé, des données qui viennent du public, et au fur et à mesure que nous mettons à jour l'outil, nous voyons comme Christine a dit, que
pour le suivi et l'évaluation de cet cet outil, nous voulons voir des chiffres qui vont être équivalents au niveau national. Et la plupart du temps, quand nous utilisons nous suivons les tendances. Nous voulons comprendre quelles sont les tendances, comme on a dit déjà auparavant. Et nous voulons être assez conscients que les données représentent les secteurs sanitaires particuliers qu'ils sont sondés. Et ils n'ont pas vocation à représenter l'ensemble ou bien la totalité des secteurs. Il y a une contribution particulière, disons, du secteur public à la calculation EMU. Il y a une contribution particulière du privé au calcul et cela améliore notre capacité de compréhension. Et c'est pour cela que cette graphique ou bien cette calculation en ce qui concerne le mix des méthodes de planning familial, surtout ce que l'on voit ici en haut à gauche, est si important. OK, merci. Non, c'était très bien. Je crois que on a plus de temps. On veut remercier vous tous, vous remercier d'être venus. Merci Jessica, merci à notre public pour avoir présenté et pour avoir pris le temps pour comprendre comment s'utilise cet outil, l'outil EMU. Et on a un petit sondage maintenant à la fin avec 2 questions. Si vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à ces 2 questions. Et merci. Merci beaucoup.